Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un rendez-vous consacré à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, un quart d'heure pour faire un focus sur l'avenir de la jeune génération. Alors aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur les bilans de compétences, ces moments passés peut-être avec un RH, pour analyser ses compétences professionnelles et personnelles. Et c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon la Caisse des dépôts, 85 000 demandes de financement de bilan de compétences ont été validées par le CPF en 2021. Une augmentation de 63,5% sur un an. Et donc avec nous, Aurélie Gonnet, qui est chercheuse au CNRS et qui est rattachée au LISE, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Et donc nous allons essayer de comprendre avec elle pourquoi un tel boom des bilans de compétences. Bonjour Aurélie Gonnet, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un bilan de compétences ? Oui, alors le bilan de compétences, donc c'est un dispositif qui a été créé, expérimenté dès 1984-86 et qui, à partir de 91, est devenu un droit inscrit dans le Code du travail et du coup qui formule l'idée que tout travailleur actif, en emploi ou hors emploi, peut recourir à un bilan de compétences, c'est-à-dire un dispositif qui permet notamment de construire un projet professionnel en étudiant différents éléments, ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations. Donc c'est une prestation qui a été créée à cette occasion, au début qui était mise en place avant tout par ce qu'on appelait les centres interinstitutionnels de bilan de compétences, donc qui étaient des organismes publics, où des personnes de la NPE, de l'AFPA et des GRETA, donc la formation professionnelle, la formation des continus et de Pôle emploi, enfin l'ancien Pôle emploi, la NPE, étaient détachées pour accompagner justement les personnes en désir de reconversion dans un contexte, notamment les années 80, d'épuisement finalement des 30 glorieuses et de reconversion suscitée par un contexte économique où le chômage commence à se développer. D'accord, donc ça fait quand même déjà presque 30 ans que ça a été créé. Après, il y a eu ça a été moins sollicité, on en a moins entendu parler, et puis aujourd'hui, on en reparle beaucoup plus. Tout à fait. Alors, la spécificité, sans doute, c'est que c'est un dispositif qui avait divers moyens de financement, et en fait, on a eu très peu de données cumulées dans le temps qui permettaient de cerner le bilan de compétences, en tout cas en nombre. Ça a été très sollicité à l'époque ou pas ? Alors, au début, ça a commencé à être sollicité. La difficulté, comme je vous le dis, c'est qu'en fait, il y a très peu de données sur le nombre de bilans qui étaient faits parce que, du coup, il y a différents moyens de financement et, du coup, on n'avait pas de données, très peu de données. La DARES en recueillait quelques-unes pendant longtemps, l'Institut statistique du ministère du Travail, mais souvent qui étaient de relativement mauvaise qualité. Donc, du coup, on n'avait pas vraiment de vue sur le nombre de prestations. Du coup, c'est ce qui fait un décalage un petit peu avec aujourd'hui où l'augmentation, elle est sans doute réelle, mais du coup, c'est dur d'estimer dans quelle mesure il y avait vraiment une explosion puisqu'on n'avait pas vraiment de données à l'origine. Les dernières données dont on dispose, c'est en 2005, on disait à peu près 50 000 bilans par an, 55 000. D'accord. Voilà. Mais alors, comment ça se passe en fait ? On doit obligatoirement aujourd'hui passer par son compte professionnel de formation. Après, qui est-ce qu'on rencontre ? Est-ce que ça prend du temps ? Oui. Alors, il y a différents moyens aujourd'hui de le financer. Donc, ça peut être par l'employeur dans le cadre du plan de formation, du plan de développement des compétences. Ça peut être bien sûr par le CPF ou ça peut être par soi-même. Vous et moi pouvons décider finalement de nous financer un bilan de compétences si on n'a pas assez, par exemple, d'argent sur son CPF. Donc, le CPF reste quand même le principal moyen de financer un bilan de compétences. Donc, effectivement, une fois qu'on a suffisamment d'argent, de droits ouverts, on peut solliciter un bilan. Et à partir de là, généralement, on recommande de rencontrer 3 organismes pour un petit peu finalement comme un psychothérapeute, choisir la personne avec qui ça convient, parce que c'est quand même quelque chose de long dans le temps, ça va jusqu'à 24 heures, c'est généralement 24 heures sur 3 semaines, et du coup ça requiert quand même de bien s'entendre avec son conseiller, d'être dans une démarche qui plaît, il y a différents outils aussi qui peuvent être utilisés, donc on fait généralement 3 devis, même si les gens ne font pas toujours 3 devis, et puis ensuite on commence le bilan de compétences, et là comme je le disais, donc c'est 24 heures, réparties généralement sur 2 à 3 mois, et avec plusieurs étapes. Généralement, une première étape qui commence par un retour sur le parcours de vie, sur les expériences passées, pour un petit peu regarder les compétences qu'on a développées au gré de ces expériences, et puis regarder aussi ce qui a fonctionné, les échecs, les réussites au cours du parcours. Ensuite, on va avoir la mobilisation de nombreux outils de tests, tests d'aptitude, questionnaires de valeur professionnelle, d'intérêt professionnel, de personnalité, qui vont permettre de cerner un petit peu les qualités de la personne. Et ensuite, un troisième temps, qui est souvent malheureusement le plus court, où on va déterminer, construire
construire un projet professionnel, éventuellement un projet de formation, et construire un plan d'étape de la suite. Voilà. Les organismes, alors c'est des organismes privés qui rassemblent des RH par exemple, ou alors des psychologues, ou c'est des personnes qui sont vraiment spécifiquement formées pour le bilan de compétences? Oui. Alors là, on a un peu une diversité des professionnels. Comme je le disais, donc à l'origine, il y avait ces centres internationaux de bilan de compétences, mais dès que ça a été transformé en loi en 91, en fait, on a ouvert le marché. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde techniquement, on peut faire du bilan de compétences. Pour être pris en charge par les financements publics, il faut quand même avoir une agrémentation. Oui. Voilà. Et effectivement, au niveau des professionnels, longtemps, on avait une très très forte dominante de former en psychologie, ce qui dit à la fois quelque chose des compétences de la psychologie pour répondre aux questions de sens du travail, mais aussi du manque de débouchés aussi, peut-être en psychologie, qui portait les personnes à se porter vers ces métiers. De plus en plus, on recrute des personnes qui ont réputé avoir un pied dans l'entreprise, donc des RH, des gestionnaires, etc., qui se reconvertissent, soit dans le bilan, soit dans le coaching, parce que généralement, on ne fait pas que du bilan de compétences, on fait du coaching, du conseil en formation, du conseil en ressources humaines, etc., etc. Mais on a encore une domination de personnes qui viennent de la psychologie, qui viennent des sciences de l'éducation en la matière. Parce que les tests dont vous parliez durant la deuxième partie, c'est des tests assez psychologiques, type un peu MBTI, etc. Voilà, tout à fait. Donc on a ce type de tests qui... alors les tests de personnalité sont plutôt une nouveauté qui est introduite depuis 10-15 ans. À la base, c'est plutôt des tests de valeur, d'aptitude, des tests psychotechniques, qui là, effectivement, en fait, sont un outil traditionnel des psychologues et qui requérait effectivement un diplôme pour les manipuler. Il y a certains nombres de tests, même le MBTI, qui requiert quand même d'être formé. Mais bon, ça peut être des formations très courtes. En une semaine, vous êtes formé par un organisme pour utiliser ces tests. Il faut juste avoir l'agrément pour l'utiliser, pour effectivement éviter les manipulations psychologiques. Oui, voilà. Et alors, est-ce que c'est une bonne idée de se tourner vers son employeur ou pas? Parce que quand même faire un test d'un bilan de compétences, ça peut vouloir dire je cherche à aller dans un autre partir en fait, ou alors ça peut être lui qui demande de faire un bilan peut-être auprès de ses employés. Tout à fait. Alors la loi précise justement que le bilan de compétences est couvert du secret professionnel et qu'aucun employeur ne peut forcer un employé à y aller. En tout cas, il ne peut pas justifier un licenciement, par exemple, par le refus de suivre un bilan de compétences. Ça a été un dispositif qui a été pensé notamment pour protéger le travailleur et pour lui permettre en fait d'élaborer un projet personnel en dehors du travail, puisque il est protégé par le secret professionnel, qu'on peut le réaliser hors du temps de travail. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de prévenir l'employeur si vous posez des RTT, si vous le faites le week-end ou sur les pauses. Voilà. Et effectivement, on a une majorité aujourd'hui de bilans qui sont réalisés hors du temps de travail. C'est près de 3/4 des bilans de compétences, sans prévenir l'employeur, ce qui dit quand même quelque chose aussi de l'état du dialogue social quand on veut justement finalement se protéger du regard de l'employeur sur son bilan de compétences, avec la crainte effectivement d'envoyer un signal qu'on veut quitter l'entreprise, mais aussi avec la crainte finalement de ne pas avoir... en tout cas de ne pas pouvoir dialoguer avec son employeur, de ne pas pouvoir lui faire part, alors qu'on a un autre dispositif, l'entretien professionnel, qui est censé permettre de penser son évolution professionnelle, mais on sait qu'il sert plutôt aujourd'hui encore à des fins d'évaluation des salariés plutôt que de réflexion sur la carrière. Oui, sur la carrière. Et le bilan de compétences, c'est vraiment une manière de peut-être labelliser des soft skills qu'on n'aurait pas pu labelliser par un diplôme, ou alors quand même on met sur le papier des compétences aussi très techniques qu'on va pouvoir ensuite appliquer. Ouais. Alors toutes ces compétences sont analysées, généralement les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, même si bien sûr effectivement les soft skills et les savoir-être retiennent la majorité de l'intérêt du bilan de compétences, puisque c'est aussi une manière de se singulariser par rapport à une personne qui aurait sensiblement les mêmes savoirs et savoir-faire. Mais en tout cas, ils ne sont pas véritablement labellisés parce qu'à la différence de la VAE qui a été développée, la validation des acquis de l'expérience qui a été développée un peu en même temps que le bilan de compétences dans les années 80-90, il n'y a pas de certification à la fin. Par contre, l'objectif du bilan, c'est d'apprendre, comme le diraient certains conseillers, à parler de soi de manière, dans des termes RH, à apprendre justement à se vendre finalement, en apprenant à valoriser ses compétences, à les identifier et à les valoriser en tant que telles et à les traduire dans des termes finalement qui parlent à tout un chacun, parler de son employabilité, parler, je sais pas, d'un certain nombre de compétences pour se mettre en avant. Mais finalement, il n'y a pas véritablement dans le bilan de valorisation des certifications de ses compétences. Par contre, le bilan peut conduire justement à une certification professionnelle, à un diplôme professionnel, à valider ça ensuite. Et alors pourquoi il y a eu un tel boom cette année? Bien sûr, j'imagine le Covid, mais est-ce que c'est vraiment que la majorité des personnes qui veulent se reconvertir totalement? Alors,
ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on regarde sur le long terme, sur un siècle, par exemple, d'outils d'orientation professionnelle, on voit qu'à chaque période de crise, la crise de 29, l'après-guerre, les années 60, avec la crise de mai 68, etc., on a un boom et un retour des questions d'orientation professionnelle, parce que ça chahute, finalement, il y a à la fois des métiers qui disparaissent, des nouveaux métiers qui apparaissent, et puis souvent, il y a des désirs, par exemple, en mai 68, qui donnent finalement un certain nombre de réflexions qu'on retrouve dans le bilan de compétences ou encore aujourd'hui, un désir aussi de liberté, d'épanouissement, qui est de plus en plus affirmé. Et puis, ce qu'on retrouvait déjà avant crise, beaucoup en bilan de compétences, un désir d'utilité sociale. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà beaucoup avant et sans doute qui est exacerbé aujourd'hui, ce désir d'utilité sociale qu'on a beaucoup vu mis en avant. Par exemple, le fait que tout un tas de petits métiers, caissière, infirmière, donner du sens à son travail. Voilà, qui ont du sens, mais qui ont un sens social, qui servent à quelque chose pour la société, alors qu'on a tout un tas d'autres métiers dont on ne voit plus le sens parce que finalement, ça a aussi moins de sens pour la société. Et puis par ailleurs, ce qu'on voyait aussi et ce que j'ai étudié notamment avant crise déjà, mais je pense que c'est là aussi exacerbé par la crise, c'est le fait qu'on a de plus en plus vraiment de personnes qui font un bilan de compétences parce qu'ils sont dans un mal-être au travail, parce qu'ils sont dans une situation d'épuisement au travail et finalement leur métier leur déplaît pas tant que ça, mais le contexte dans lequel il est exercé, les pratiques managériales le rendent intenable et du coup on va faire un bilan de compétences aussi parce que finalement c'est plus facile de se dire en désir de reconversion, en désir de mobilité que victime du travail. Voilà, donc c'est pas étonnant. On est acteur dans sa vie. Voilà, c'est ça. Et effectivement, ces questions, on peut penser aussi que là, la crise a fait prendre conscience d'un certain nombre de conditions de travail finalement relativement délétères. On pense par exemple à la pénurie aujourd'hui des métiers de la restauration, où par exemple, une fois que vous appuyez sur pause, que vous vous retrouvez en famille, etc., avec des horaires normaux, c'est dur d'y retourner et de se reprojeter dans un contexte de travail qui peut être extrêmement flexible, nous détacher de nos familles, etc. Il y a tout un tas effectivement de techniques managériales qui sont de plus en plus mal vécues par les travailleurs et qui conduisent précisément à faire un bilan de compétences. Et à la fin de ce bilan de compétences, est-ce qu'on a travaillé sur la manière vraiment concrète de l'appliquer dans le monde du travail? Est-ce qu'on va par exemple est-ce qu'on peut dire dès le début de son bilan de compétences, j'ai ce poste que j'aimerais faire, ça m'intéresse, et là on va vraiment travailler avec cet angle avec cette ligne de mire. Tout à fait, effectivement, il y a plusieurs personnes. Souvent les personnes soit arrivent complètement perdus, démoralisés, pleurant, même des fois en bilan de compétences en début de bilan. Et d'autres vont arriver justement avec une idée qu'ils veulent vérifier, mettre à l'épreuve. Et du coup, ça va justement être une longue investigation pour vérifier que le métier correspond à la personne, qu'on a bien cerné ses attentes, le niveau de salaire qu'on peut en attendre, est-ce qu'il faut se reformer, etc. Et puis, effectivement, on va travailler comment se reconvertir. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, il y a de plus en plus, en tout cas, il y a beaucoup de financement pour des formations très courtes, mais pas forcément pour des formations très longues. Et quand vous voulez vraiment vous reconvertir avec un autre métier, ça nécessite de temps, que 24 heures sur 3 semaines. Ça peut être un petit peu rapide. Merci beaucoup Aurélie Gonnet, donc chercheuse au CNRS rattachée au LIS, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé sur ce bilan de compétences et ce que ça dit du marché du travail. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation.